Plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Après les otites moyennes aiguës et la toux, on va voir un autre secteur, celui de la corticothérapie intranasale. Et vous allez voir, le but de la présentation, c'est certainement de vous apporter non pas des éléments de réflexion, parce que je pense que vous savez déjà beaucoup de choses, mais certainement faire le point sur certains éléments qui vont faire de cette corticothérapie un acte ou un geste qui fonctionne et qui marche pour le patient. Parce que très souvent, quand vous voyez le patient, vous lui dites « vous avez quoi comme traitement ?» On vous sort une panoplie de médicaments, dont beaucoup de corticoïdes intranasaux, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Et vous savez pourquoi ? Je vais vous répondre. En quelques clics de souris, vous allez voir 4 volets dans cette présentation. D'abord, le fondamentum, c'est-à-dire qu'il faut quand même avoir un petit background pour pouvoir réfléchir et avancer. Ensuite, on verra comment encore mieux raisonner en vous donnant des éléments de réflexion, notamment ce que c'est que le cycle nasal, comment fonctionne le nez. Et puis, enfin, en pratique, dans votre pratique quotidienne, qu'est-ce que vous faites et dans quelles indications vous allez mettre la corticothérapie intranasale. On dit bien intranasale. Ce n'est pas la corticothérapie inhalée. D'accord ? C'est très important, c'est différent. Parce qu'on peut inhaler par le nez aussi. L'inhalation, qu'est-ce que c'est ? C'est d'aspirer. D'accord ? On peut aspirer négativement par le nez ou aspirer par la bouche. Si on aspire par la bouche, ça va dans les bronches. Si on aspire par le nez, ça va où ? On ne sait pas où ça va. Et on va voir ensemble où ça va aller. Et c'est pour ça qu'il ne faut absolument pas inspirer par le nez. Il faut pulvériser. Ce sont des pulvérisations. On va voir la différence. Et enfin, on finira, si vous le voulez bien, par le mot de la fin, c'est-à-dire vraiment ce qu'il faut retenir de ce symposium. Alors, mieux raisonner d'abord. D'abord, savoir que le nez est fait d'une architecture. Cette architecture, c'est essentiellement la lame des cornets et le cornet inférieur, le voici, que vous connaissez bien, qui est l'élément, l'unité fonctionnelle de la fosse nasale. Un nez sans cornet inférieur est un nez qui ne fonctionne pas. Donc, attention à tous ceux qui coupent le cornet, attirent la volée à droite, à gauche. Beaucoup de problèmes de formation de croûte, on va en parler. Donc, préférez beaucoup plus une turbinoplastie qu'une turbinectomie. Turbinoplastie, c'est réduire un peu la muqueuse et laisser l'os. Turbinectomie, c'est couper à ras et vous partez sur des complications, on en parlera. Alors, le cornet inférieur, parce qu'il réchauffe, il filtre et il humidifie. Ensuite, vous avez la muqueuse nasale qui est le lieu d'échange. Vous le savez bien, c'est tout ce qui va faire respirer et sentir. Cette respiration aussi va aller au niveau des poumons, du sinus et de l'oreille moyenne. Et enfin, l'olfaction à travers la fente olfactive vers la tache jaune et le bulbe olfactif. Voilà pour les éléments. Ce schéma est fondamental parce que tout se passe ici, au niveau de la face gel. Il y a des cellules qui sont des cellules ciliées dont le rôle, une fois que cet élément externe qu'on va voir est happé par la muqueuse nasale, si le gel est de qualité, cet organisme va être capté par le gel, bloqué, immobilisé, et les cils vibratiles vont se mettre en place à la façon d'un tapis haute laine. Ça va de proche en proche aller jusqu'à sortir les sécrétions à l'extérieur. C'est pour ça que les personnes qui ont des dyskinésies ciliaires, que ce soit au niveau respiratoire haut ou bas, ont beaucoup de problèmes, mucoviscidose et autres, et même beaucoup de problèmes de mucus parce que malheureusement, la défense locale formée par les cils sont incompétents. Bien, ici, les cellules ciliées, un mucus, tout ça, je pense, c'est un rappel. Cette notion que vous ne connaissez pas, il n'y a pas que vous qui ne la connaissez pas, même les radiologues ne la connaissent pas, souvent, parce qu'ils vont vous dire hypertrophie unilatérale du cornet. Ça n'existe pas comme entité pathologique. C'est hypertrophie bilatérale ou pas d'hypertrophie du tout. Quand il y a une hypertrophie unilatérale, c'est qu'on est tout simplement dans le fameux cycle nasal, c'est-à-dire que chaque narine, chaque 3 heures, il y a une narine qui fonctionne et chaque 3 heures, l'autre se ferme pendant que l'autre s'ouvre pour fonctionner. Les narines ne fonctionnent jamais les deux à la fois. C'est pour ça que quand vous avez un individu qui a une déviation de la cloison nasale d'un côté, il y a des nuits où il passe de bonnes nuits. Pourquoi ? Parce que c'est la narine qui est ouverte qui fonctionne le plus souvent dans le cycle.
Et malheureusement, des fois où il est fatigué parce que c'est la narine qui est bouchée et il va ouvrir la bouche, ronfler, avoir des troubles du sommeil. C'est important cette notion. Donc quand vous voyez sur une radio hypertrophie unilatérale d'un cornet, ben c'est que le radiologue s'est un peu planté. Il faut peut-être parler de cycle nasal en cours au moment de votre interprétation. Quels sont les aérocontaminants? Vous les connaissez. C'est l'allergie, c'est la pollution, c'est le tabac, d'accord? On rapproche aussi des éléments qui sont externes, qui ne sont pas vraiment des aérocontaminants, comme le reflux gastro-œsophagien. Et tout cela va engendrer, je vous passe, c'est important, cette réaction inflammatoire en cascade avec la production de cytokines, vous connaissez bien ces cellules d'inflammation, et certaines enzymes inflammatoires qui vont entretenir localement une inflammation. Alors, bien sûr, l'inflammation, c'est quoi? Ben, c'est le nez qui coule d'abord. Vous avez des gens qui viennent, qui vous disent, ben écoutez, alors vous avez un nez qui coule? Ben, le patient vous répond non. Ben, bizarre, pourtant il a une obstruction nasale. Oui, une obstruction nasale. Une obstruction nasale. En fait, quand vous bouchez le nez, et j'avais la première diapositive que j'ai effacée par contrainte de temps, où je me bouchais le nez pendant 15 minutes, et quand vous le débouchez, qu'est-ce que vous avez? Ben, vous avez le nez qui coule. Ça, c'est une réaction obligatoire. L'obstruction entraîne un cathare, d'accord? Et le cathare, c'est tout simplement l'écoulement et l'hypersécrétion. Cette hypersécrétion peut être de deux types, soit dans la quantité, c'est-à-dire beaucoup, une profusion de sécrétion, et les patients vont vous dire d'accord? C'est une hypersécrétion hydrique, ou alors c'est extrêmement muqueux, gélatineux, et d'ailleurs le malade est et c'est vrai, des fois, quand vous regardez dans le nez. Alors, aujourd'hui, l'ORL a beaucoup évolué. Moi, j'en vois encore un peu aux ORL qui regardent le nez avec un petit spéculum, avec une lumière frontale comme des mineurs. Ça, c'est le Moyen-Âge, c'est fini. Aujourd'hui, l'ORL, comme toutes les spécialités, a gagné en modernité. Vous ne pouvez pas faire un examen ORL sans avoir des caméras partout, dans l'oreille, dans le nez, dans le larynx, dans le fond de la gorge, partout. Rien ne se voit à l'œil nu, parce que d'abord votre œil est limité, ensuite avec la caméra et surtout HD ou 4K, vous avez des éléments de réponse, vous allez voir. D'abord, le maître symptôme, c'est le nez bouché. Quand le malade n'a pas le nez bouché, ben, quand il vient vous voir, il ne vous parlera peut-être pas des autres symptômes nasaux, parce que ce qui va le gêner le plus, et ça c'est la sémiologie, le maître symptôme, c'est l'élément qui gêne le plus dans une pathologie. Le maître symptôme sémiologique de la sémiologie nasale, c'est le nez bouché, c'est l'obstruction nasale. Donc quand il n'y a pas d'obstruction nasale, il va passer peut-être l'anosmie ou l'hyposmie, il va passer peut-être la rhinorrhée, d'accord? Vous dites il n'a pas de rhinorrhée, pourtant il a le nez qui est un peu bouché, c'est bizarre ça. Ben oui, même parce que tout simplement, comme l'a dit Madame Khattabi, professeur Khattabi, ben, la sécrétion passe en arrière. On va le voir. Accessoirement, ben, il a le nez qui coule, qui est irrité, qui est rouge, qui va même peut-être couler. Et cet écoulement va être visqueux, voire un peu coloré. Bien. Alors, encore mieux raisonner, on va comprendre des choses fondamentales. Quand vous ouvrez les fosses nasales, et très souvent, j'ai eu beaucoup d'étudiants quand j'étais à la fac de médecine, mais très souvent je reçois où la maman vient en étant inquiète, en disant ben, mon fils a mis quelque chose dans le nez, regardez c'est un peu bizarre, j'ai vu quelque chose de gros, de rouge, de luisant, etc. En fait c'est le cornet inférieur. Le cornet inférieur est là, c'est fondamental, s'il vous plaît mesdames et messieurs, tout le monde doit comprendre que le cornet inférieur est sur la paroi latérale externe de la fosse nasale. Et là, on a tout dit. Il est sur la paroi latérale externe de la fosse nasale. Bien, premier message. Eh bien, deuxième message, c'est celui-ci. Ben, quand les sécrétions ne sont pas... Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. La fosse nasale est divisée en 3 tiers. Le premier tiers, le tiers moyen et le tiers postérieur. Toutes les sécrétions du tiers moyen et du tiers postérieur vont aller dans l'arrière. Et uniquement les sécrétions antérieures vont aller se moucher. Sauf ben, si vous envoyez une très grosse pression. Et là, attention au barotraumatisme au niveau de l'oreille. Jetage postérieur, ça va aller dans la gorge. Mais et on l'a dit tout à l'heure, c'est vrai, cette rhinite qui est un peu oubliée,
ben vous pouvez avoir des fausses routes et ça peut passer, non pas dans l'arrière-gorge, mais ça peut passer dans le larynx et être responsable d'une taux d'irritation, voire d'une bronchite. Rappelez-vous que la lame des cornets est latérale, d'accord? Voilà ce que je voulais dire uniquement par cette diapositive. Alors ensuite, en pratique, quelles sont les indications? Voilà l'endoscopie. Regardez, ici vous avez une fosse nasale droite, le cornet inférieur est là, il est là, la cloison nasale est ici. Regardez jusqu'où va la fosse nasale. Eh bien, elle va jusqu'à l'oreille. Alors, regardez, cornet moyen ici, le cadre de l'opercule et la projection du sinus maxillaire entre le cornet moyen et la paroi latérale, le cavum au fond avec le bourrelet tubaire et le récessus ethmoïdal ici. Donc s'il y a du pus qui coule là-dessus, ben on sait que c'est une sinusite postérieure. Il n'y a pas vraiment besoin toujours de faire une imagerie là-dessus. Deuxième élément, ben c'est la polypose nasale. Alors qu'est-ce que c'est que la polypose nasale? Ben c'est une maladie inflammatoire chronique du nez et des sinus où vous avez des grappes de raisin, vous les voyez, des grappes de raisin qui vont accompagner, si vous voulez, les muqueuses normales et qui se trouvent de part et d'autre. Dans l'infundibulum ethmoïdal, vous le voyez bien, celui-ci tombe parfaitement de l'ethmoïde antérieur et on voit bien que c'est une polypose. Le diagnostic est complètement fait. La troisième, c'est la rhinite aqueuse ou ce qu'on appelle aussi la rhinite catarrhale qui peut être allergique ou autre. Regardez les sécrétions. Ces bulles montrent que les sécrétions sont aérées, qu'elles sont spumeuses, qu'elles sont claires. Elles ne sont pas si claires que ça parce qu'avec votre caméra, vous dépassez le cadre du cornet inférieur. Vous restez en bas, c'est le plancher. Vous montez au-dessus, c'est le méa moyen. Et regardez comment on va regarder en plongeant vers le cavum. Et vous allez voir qu'il y a un filet de mucosité purulent. C'est-à-dire qu'ici, voilà, ici c'est une rhinite catarrhale qui est certainement en train de se suppurer, de se surinfecter. Très bien. Alors, quelles sont les principales indications? C'est bien évidemment la rhinite allergique, vous le savez. Hein. On ne va pas évoquer les posologies. Normalement, c'est une pulvérisation le soir. Très important, une pulvérisation le soir, ben vous verrez quand vous en mettez plus. Vous verrez quand le malade ne sait pas les mettre. Qu'est-ce que ça peut donner? Donc, c'est très important de comprendre que c'est une le soir. Rhinite chronique, la même chose, dans les rhinites non allergiques et dans la polypose nasale, c'est 2 pulvérisations matin, 2 pulvérisations le soir. D'accord? Il y a des doses d'entretien et des doses d'attaque, on verra ça si vous voulez. Alors, quels sont les effets indésirables? Ceux-là, elles sont déclarés partout. Vous les verrez sur tous les prospectus. Le saignement, la sécheresse nasale, le picotement, la perforation du septum nasal. Vous voyez ça? D'accord. Eh bien, ça malheureusement, le grand problème aujourd'hui, c'est dans les maladies chroniques, quand vous utilisez des pulvérisations nasales à vie, j'entends bien, je dis bien à vie, dans la polypose, opérée, 5 ans, voire 10 ans, voire à vie dans certaines formes, ben vous avez forcément, non pas uniquement une action locale qui est prédominante, mais également des effets systémiques, malheureusement. Quels sont ces effets systémiques? Ben, vous inhibez l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, donc c'est comme une corticothérapie par voie générale. Attention aux doses élevées. Chez l'enfant, vous allez engendrer des retards avec un effet modeste, mais un retard statural. C'est quand même dommage. Faites très attention à la corticothérapie chez l'enfant. Augmentation de la pression intra-auriculaire. Alors ça, c'est tout nouveau. Et nous, ça nous plombe. Ça nous plombe. Vous opérez un polype, une polypose, qui doit être contrôlée par les traitements locaux. Dans les 6 semaines, ce gars ou cette dame se rend compte qu'il y a un glaucome dans les 2 globes. Ben, ça en est terminé pour la corticothérapie par voie nasale. Et bien évidemment, vous perdez un instrument de la pharmacopée qui est déterminant. D'accord? Donc c'est important. Alors, voilà, bien sûr, quels sont les 3 effets systémiques et les effets favorisants? C'est de prolonger la durée, de faire... la durée, c'est universel, c'est livresque, c'est académique. C'est dans les algorithmes. On ne va pas dire ça n'existe pas, ça. Ça, c'est la médecine d'Yal Abar. La médecine utile, elle est précise et elle est universelle. Et elle vient des algorithmes scientifiques. Quand on n'est pas scientifique, ben, on fait autre chose. Utilisation prolongée à forte dose, l'utilisation concomitante à d'autres cortisones, même topicutanés, attention. Oui, ça vous le savez. Il y a un passage systémique quand vous mettez de la corticothérapie locale. Et puis là aussi, ben, par rapport aux pulvérisations nasales, ben, vous allez avoir certaines formes
qui ont une biodisponibilité plus importante, donc elle va aller passer dans le sang plus facilement. Et ce qui est très très important, c'est que le furoate de mométasone, ben lui est très faiblement absorbé, donc son passage systémique est vraiment infinitésimal, il est extrêmement local comme action. Alors, regardez, ce n'est pas pour vous mentir, partout, vous trouvez dans toutes les tables rondes de rhinologie, doit-on continuer la corticothérapie à 2 doses, en 2 doses dans la polypose nasale? Et on vous montre toute une série de patients avec des risques oculaires. Et là, franchement, quand vous avez un risque oculaire, d'ailleurs, moi, quand il y a une rhinite allergique et que je dois laisser le patient 3 mois, je prends le téléphone et j'appelle un ophtalmo, je lui dis, écoute, tu me prends la tension oculaire trimestrielle chez cette dame ou ce monsieur, parce qu'il en va, bien évidemment, de l'état fonctionnel de l'œil. D'accord? Quand le glaucome échappe, ben c'est la cécité, malheureusement. Eh ben, vous êtes dans une impasse, vous avez encore rien à... La médecine n'a pas encore évolué sur ce point. Si malheureusement, ce n'est pas possible de donner de la corticothérapie locale, ben vous êtes à défaut de préciser autre chose. Alors en pratique, regardez, s'il vous plaît. Et là, je vous ai fait un florilège de ce qu'on trouve. Hein? La première chose, c'est terminé. Et vous avez tout compris. Parce que le médecin qui a prescrit, le pharmacien qui a délivré, ne se sont jamais posé la question de montrer comment il faut utiliser des pulvérisateurs nasales. Et il faut qu'ils le sachent déjà. D'accord? Ce qui n'est pas évident. Alors regardez ça. Ça, j'ai pris ça sur Internet. Montrez s'il vous plaît. La main droite, tête penchée. C'est d'accord, c'est une bonne chose déjà. Bien. Alors regardez, elle va boucher le nez. Ah, pourquoi on nous bouche le nez? Pour aspirer. Je viens de vous dire que ce n'est pas une inhalation, c'est une pulvérisation. Donc ce geste n'a pas lieu d'être. Et regardez comment elle passe la tête en arrière. Bien, celle-là n'a rien compris. On va voir l'autre. Alors celui-là, il est exceptionnel. Il est face à un ORL qui lui dit « Monsieur, est-ce que vous utilisez… » Ah oui. Ah ben montrez-moi comment vous utilisez. Regardez, regardez. Ah ben lui, il est champion du monde, lui. Champion du monde, hein, de la bêtise personnifiée, regardez. Hop, la tête en arrière. Donc d'abord, ce n'est pas la bonne position. Deuxièmement, il pulvérise, il renifle, tout passe dans la glotte et dans l'arrière-gorge. On se demande qu'est-ce qui va rester dans le nez. Rappelez-vous que vous voulez une application locale et non pas ailleurs. Alors, le bon sens existe d'abord en médecine aussi, hein, c'est le bon sens qui dicte les conduites. D'abord, vous faites moucher, c'est très important. هكا سيدي سوس مزيان فزق غسل عدل ها تنقول له واش انت عندك الغيس في المنخر ديالك وبغيتي فوق ذاك الغيس دير الصباغه ما يمكنش دونك حيد بعدا ذاك الغيس بالغسيل عاد دير الدواء باش يدوز مزيان. Et c'est fonctionnel. C'est un texte qui est très simple. Le lavage de nez, vous le savez. Le deuxième, c'est secouer, vous enclenchez, d'accord? Vous essayez de voir s'il y en a. Pourquoi? Parce que malheureusement, s'il n'y en a pas, ou s'il n'a pas l'impression d'en avoir, il va peut-être en rajouter. Il va aller sur un surdosage. Et puis le troisième geste, c'est le plus important, c'est de pulvériser, regardez, en sachant que la lame des cornets est latérale et la lame centrale est celle de la cloison. Donc, il faut absolument comprendre que vous devez utiliser cette technique pour pulvériser dans le nez. La main droite pulvérise à gauche, la main gauche pulvérise à droite, la tête penchée en avant, sans inspirer, une inspiration normale et non pas parce que ça monte et ça reste bas dans le nez. D'accord? Voilà comment ça se passe. Alors, je vais vous montrer. Voilà. Voilà. Très simplement, regardez ce qui se passe. Mais les pulvérisations, ça va dans là. Alors, tous les saignements que vous avez, toutes les perforations de cloison, c'est normal. Si le gars il pulvérise 2 fois par jour pendant 3 mois, il y a des chances qu'il perfore sa cloison. D'accord? Alors, voilà comment il doit faire. Regardez ce qui est en bleu, c'est ce qui est pulvérisé. Regardez, c'est très sympathique, c'est très bien fait cette animation. Pulvérisation, vous voyez, ce qui est en bleu, c'est uniquement la cloison. Vous l'avez vu. Or, si vous pulvérisez comme je vous l'ai montré, c'est-à-dire que la main droite pulvérise à gauche, vous pulvérisez à gauche et regardez en bleu, toute la région qui va être pulvérisée, c'est toute la lame latérale des cornets, mais c'est là où vous allez avoir le plus grand effet, bien évidemment. Alors le mot de la fin, très important d'avoir les différentes molécules, toutes sont là, avec bien évidemment cette biodisponibilité systémique
Très important, c'est pour ça que ces médicaments de première génération, quand ils rentrent me voir, ils sont un peu gênés parce qu'ils n'ont pas beaucoup de place, n'est-ce pas? Rappelez-vous que le furoate de mométhazone, quand même, a une très haute puissance et qu'il peut être donné dès l'âge de 2 ans et il a une très très bonne efficacité sur la congestion et sur les polypes. Il suffit de garder le timing. Et surtout, le plus important, regardez, c'est les modalités d'administration. Prenez la peine de bien expliquer, s'il vous plaît. Il y va de la réussite de votre ordonnance. Si vous voulez que ça se passe bien, ben, il faut que ça se passe bien même aussi. Merci beaucoup de votre attention. Voilà, 000. Merci. On passe à 2 questions pour la salle par contrainte de temps. Vous pouvez remettre peut-être la vidéo, la présentation. J'ai peut-être un tout petit truc à rajouter. La présentation, ça sera diffusé sur YouTube. Déjà, les 3 années sont déjà sur YouTube. Vous pouvez y aller. Et pour cette année, vous allez partir sur YouTube et vous allez trouver. On va afficher le site où vous allez trouver toutes les présentations qu'on a fait pendant cette formation médicale continue. Je me suis permis de présenter, comme on en parlait d'ouvrage tout à l'heure, mon dernier ouvrage qui est paru. Si la présentation vous a plu, ben, vous y trouverez exactement tous les ingrédients pour essayer d'avoir des présentations percutantes. Franchement, je vous invite au moins à le feuilleter, à le lire. Il est extrêmement riche en conseils. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Shelley, pour votre exposé. Oui, je suis là. Merci beaucoup. Ah, bien. Merci beaucoup, professeur Shelley. J'ai juste une simple question pour le moment. Ah si, elle est simple. Pour le moment de la pulvérisation, est-ce que cela dépend de la gêne du patient, du symptôme qu'il a, c'est-à-dire le matin, le soir, ou de la pathologie? Est-ce que ça fait une différence? Non, c'est plus sa pathologie en fait. Ce qu'il faut, c'est moucher, laver et pulvériser. Matin, au réveil, pour passer une bonne journée. La corticothérapie arrête tous les phénomènes inflammatoires, locaux, et puis le soir, quand il s'agit d'une polypose. Voilà, avant de dormir, pour dormir dans de meilleures conditions. Dans la rhinite allergique, c'est uniquement le soir. Pourquoi le soir? Même parce que le soir, il y a derrière le sommeil, et dormir avec le nez bouché, c'est pas commode pour les gens. Donc c'est pour ça que les pulvérisations se font beaucoup plus ce soir. Merci beaucoup. On vous